Ça me fait plaisir de présenter cette conférence intitulée « L'aide au sevrage tabagique, prise en charge personnalisée ». Donc le tabac, comme vous savez tous, représente une puissante substance addictive. Et donc l'addiction au tabac est considérée comme une maladie chronique. C'est une maladie qui comporte des périodes d'abstinence et des périodes de rechute. Et l'épidémie du tabagisme, c'est l'une des plus graves menaces pour la santé publique mondiale. Donc cette épidémie est à l'origine de 8 millions de morts chaque année. Et c'est le premier facteur évitable de mortalité et de morbidité. Selon les efforts de l'OMS, selon les efforts des politiques de santé, il y a eu une diminution de cette addiction, sauf que c'est une diminution qui reste modérée et qui va être donc grevée par plusieurs rechutes, et ceci malgré que l'impact négatif du tabagisme sur la santé et malgré que les avantages de l'abandon du tabac sont très bien connus par le fumeur. Donc pourquoi le sevrage tabagique est-il difficile et comment peut-on améliorer la prise en charge de cette addiction? Donc pour essayer de répondre à ces questions, d'abord il est important d'avoir une idée et de bien connaître les facteurs qui influencent le sevrage tabagique et les moyens dont on dispose, qu'on peut proposer aux fumeurs pour faciliter le sevrage tabagique. D'abord, il existe plusieurs facteurs qui ont été associés au succès du sevrage tabagique par plusieurs études, notamment la situation matrimoniale stable, le niveau d'enseignement supérieur, le travail intellectuel par comparaison au travail manuel, le sevrage alcoolique, et vous savez tous le schéma classique de l'association tabac-alcool, et donc le sevrage de l'alcool pourrait faciliter le sevrage tabagique, même chose pour le cannabis. Par contre, il existe d'autres facteurs qui sont associés à l'échec du sevrage, notamment le jeune âge, l'exposition au tabagisme passif, que ce soit à domicile et surtout lorsque le conjoint est fumeur. Et il y a une population particulière qui est les fumeurs qui sont dans une situation de précarité. En effet, pour cette population, l'arrêt du tabac représente une privation d'un plaisir dans une vie de contrainte. Les fumeurs dans des situations de précarité vont commencer à fumer à un âge précoce, avec une intoxication intense et une dépendance à la nicotine supérieure. Pour donc les pathologies associées, dans cette étude, vous voyez que la présence d'IDM ou la présence d'HTA, donc les pathologies cardiovasculaires, sont considérées comme des facteurs de succès du sevrage tabagique. Par contre, pour les patients ayant des pathologies pulmonaires, donc là, les choses ne sont pas très claires. En effet, dans 40% des cas, dans 34% des cas dans cette étude, donc il n'y a pas de modification de l'intoxication tabagique, voire une augmentation de l'intoxication tabagique. Et les raisons rapportées par cette étude, c'est que le tabac est considéré comme un facteur qui permet donc de faire face à certaines situations de stress. Le tabac permet aussi il est considéré comme un moyen de loisir, et d'autres qui répondent qu'ils ne se sentent pas capables de pouvoir arrêter l'intoxication tabagique. Ça ne passe pas. Voilà, donc ces facteurs émotionnels sont aussi liés à la rechute du tabagisme après donc le sevrage. Tout ceci fait qu'il existe des prédispositions psychologiques. Ça ne passe pas, je ne sais pas pourquoi. Donc, il existe des prédispositions psychologiques à la difficulté du sevrage tabagique.
Donc, il existe des prédispositions donc, psychologiques pour la dépendance tabagique et pour la difficulté du sevrage tabagique. En effet, donc, cette étude de cohorte qui a été faite sur 52 000 participants, et les auteurs ont montré, lorsqu'il existe des traits de personnalité extravertie, l'impulsivité, les personnalités névrotiques, toutes ces caractéristiques vont favoriser donc l'initiation à l'intoxication tabagique et donc à la rechute du tabac. En plus de cette prédisposition psychologique, il existe aussi des prédispositions psychiatriques. Et vous voyez que 60% des patients qui ont des antécédents psychiatriques sont des fumeurs, comparés à la population n'ayant pas de pathologie psychiatrique. Les antécédents psychiatriques donc, vont rendre le sevrage tabagique difficile, particulièrement pour les patients qui présentent des schizophrénies, les patients qui présentent des dépressions et aussi les patients qui présentent des troubles anxio-dépressifs, d'où la nécessité donc, d'évaluer à chaque fois que le patient demande un sevrage tabagique, donc le test d'anxiété-dépression. Et vous savez tous que le sevrage tabagique peut démasquer ou peut entraîner une dépression, et ceci dans 30% des cas, ce qui n'est pas négligeable. Il faudra comptabiliser tout ce temps perdu. Pour les prédispositions génétiques, et là c'est un lot qui est très important, donc, pour les récepteurs du système nerveux central, il existe donc des modifications, des mutations génétiques, notamment pour donc la sous-unité alpha-5, alpha-3 et bêta-4 du récepteur de l'acétylcholine au niveau du système nerveux central, et la présence de ces mutations va être à l'origine d'un début plus précoce du tabagisme, d'une consommation plus importante. Et chose importante, vous voyez ici qu'il existe ces mêmes mutations, notamment de la sous-unité alpha-4, alpha-5 et alpha-3, qu'on va retrouver aussi pour les patients ayant une BPCO, ayant un cancer bronchopulmonaire. Et donc, il y a certains auteurs qui ont dit que le fait d'avoir cette prédisposition, c'est elle qui va conditionner l'intoxication tabagique et son importance, dont la conséquence serait donc les pathologies pulmonaires. Toujours dans les prédispositions génétiques, cette fois-ci, c'est une prédisposition dans la modification du métabolisme de la nicotinine. Et vous voyez que cette métabolisation va se faire sous l'action d'une enzyme qui est le cytochrome 2A6 en métabolite inactif au niveau du foie. Et donc, la vitesse du métabolisme de la nicotine au niveau du foie va entraîner donc deux grands groupes, c'est les métaboliseurs lents qui vont avoir donc un sevrage plus facile et des rechutes moins fréquentes, et donc des besoins beaucoup moins faibles de substituts nicotiniques par opposition aux métaboliseurs rapides qui vont avoir un sevrage plus difficile. Et donc, le rapport nicotine-métabolite, nicotinine-métabolite, c'est un facteur qui pourrait être prédictif pour le succès du sevrage tabagique. En plus de ces prédispositions individuelles, il existe des prédispositions et qui vont favoriser, qui vont influencer le sevrage tabagique. C'est les mécanismes de la dépendance au tabac qui ont été bien rapportés par mon ami le professeur Dr Maalj. D'abord, la dépendance physique qui va être évaluée par le test de Fagenstrom et aussi par le temps pour la première cigarette. Et plus la dépendance est importante et plus le sevrage est difficile. Il y a aussi les dépendances comportementales qui font que l'intoxication tabagique va être comme un réflexe. C'est une habitude, c'est un comportement qui va être donc stimulé par plusieurs facteurs, notamment le tabac, l'alcool, les situations particulières. Et là aussi, il existe des moyens qui permettent de l'évaluer. Et le facteur le plus important, c'est la dépendance psychologique. Elle correspond en fait à la place que tient la cigarette dans la vie courante du fumeur.
Et le manque va entraîner le craving. Le craving, c'est le besoin impérieux de fumer la cigarette. Et plus le craving est important et intense, et plus le risque d'échec du sevrage tabagique et de rechute sont importants. Et il faut aborder avec le patient, avec le fumeur, le craving dès les premières consultations pour qu'il puisse mettre donc un programme, un plan permettant de faire face à ce craving. Il y a aussi des moyens qui permettent de l'évaluer, mais l'élément le plus important et qui va vraiment conditionner donc le sevrage tabagique, c'est les stades de motivation à l'arrêt. Donc ces stades doivent être bien connus. En effet, la motivation représente un indicateur de la qualité de la décision de l'arrêt. Et donc le premier stade, c'est le stade de pré-contemplation. Là, le fumeur, c'est un fumeur, on dit un fumeur heureux. Il y a un déni total. Le malade, le fumeur, il est non motivé, il est totalement non motivé à l'arrêt de l'intoxication tabagique. Il peut être même agressif si on propose le sevrage à ce stade-là. Le deuxième, c'est la contemplation. Il est en ambivalence et à ce stade-là, il est important d'encourager le passage aux différents stades, notamment le stade de préparation, d'action et de maintien. Donc les deux premiers stades, pré-contemplation et contemplation, c'est les deux stades les plus difficiles dans lesquels donc les résultats sont généralement décevants. Il y a aussi donc des échelles permettant d'évaluer la motivation à l'arrêt du tabac. Et donc, vous voyez qu'il existe plusieurs facteurs qui interviennent dans le sevrage tabagique et qui sont très importants à connaître, des facteurs individuels, environnementaux et des facteurs qui sont liés au tabac, et ce qui fait que les tabagiques représentent une population très hétérogène, ce qui nous permet de les séparer en deux grands groupes. Donc le premier groupe, c'est les fumeurs qui sont intermittents, les petits fumeurs, les fumeurs qui fument moins de 15 cigarettes par jour. Et pour ces fumeurs-là, relativement, le sevrage tabagique est plus facile, qu'on va opposer aux gros fumeurs dépendants avec un syndrome de sevrage intense. Et parmi ces fumeurs, il existe les fumeurs irréductibles et les gros fumeurs très dépendants. Les fumeurs irréductibles, c'est des fumeurs qui n'ont pas de motivation, qui ne veulent pas arrêter et qui ne peuvent pas arrêter. Et les deuxièmes, c'est les gros fumeurs très dépendants qui ont généralement des pathologies associées à leur intoxication tabagique. Et c'est des patients qui sont motivés, mais qui ne peuvent pas arrêter de fumer et qui ont eu plusieurs tentatives d'arrêt sans succès. Et là, c'est le groupe des fumeurs difficiles et c'est ces fumeurs-là qui posent le plus de problèmes pour le sevrage tabagique. Ces fumeurs difficiles, comparés aux autres, c'est des fumeurs qui ont des conditions socio-démographiques particulières, notamment c'est plus souvent des hommes que des femmes, avec un niveau de formation et de revenus inférieur, et vivant plus souvent seuls et sans activité professionnelle, moins souvent limités dans leur consommation. Ils consomment même à domicile, au travail. Ils sont peu consommateurs de soins médicaux et dentaires, et les paramètres de consommation tabagique spécifiques à ces fumeurs difficiles. Ils sont peu convaincus de la toxicité du tabagisme actif ou passif, peu sensibles aux messages de prévention du tabagisme, avec un début précoce du tabagisme et de la consommation régulière, niveau de consommation et de dépendance supérieur, ils sont peu convaincus d'être dépendants et c'est des fumeurs qui consomment de façon parallèle d'autres substances psychoactives, légales ou illégales. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à tous ces patients? Donc, d'abord, on va commencer par les moyens non médicamenteux. Et je vous rapporte ici cette méta-analyse qui a donc englobé pratiquement 150 études dans plusieurs pays et qui a étudié et qui a rapporté donc l'efficacité de plusieurs interventions de soutien psychologique sans traitement médical. Et donc, vous voyez que les sphères et la taille des sphères, c'est
la taille de l'étude et la couleur, c'est la population. Donc le jaune, c'est des populations générales, c'est une population générale, donc l'efficacité, elle est là, elle est certaine de ces thérapies cognitivo-comportementales et de soutien psychologique, particulièrement pour la population générale. C'est aussi efficace pour les patients hospitalisés. Et vous voyez que l'efficacité est incertaine pour les boules en vert et en bleu. Donc les verts, c'est les patients qui ont des situations de précarité. Et en bleu, c'est les femmes enceintes. Donc si on va entrer plus en détail pour voir quels sont le type d'intervention. Vous voyez ici toujours la première colonne, les boules en jaune, que l'entretien motivationnel est efficace, l'exercice physique aussi est efficace dans la population générale. Pour les patients, ce qui n'est pas efficace, la dernière colonne, c'est donc les thérapies pour le dégoût du tabac. Ce n'est pas efficace pour la population générale. Toujours dans les différentes manières de faire pour la thérapie cognitivo-comportementale. Et vous voyez ici, par contre, dans la première colonne, que les consultations faites par des personnels de santé en matière de sevrage tabagique, c'est très efficace, que ce soit pour les patients âgés, pour la population générale et pour les patients qui ont une BPCO, c'est le bleu foncé. Et à l'extrême, ce n'est pas efficace. Donc l'acupuncture n'est pas efficace, la méditation, ce n'est pas efficace, et le fait de réduire aussi l'intoxication tabagique, ce n'est pas efficace. Donc ça, c'est pour les moyens non médicamenteux. Pour les moyens médicamenteux, cette revue de la littérature récente publiée en septembre 2023, et dans cette méta-analyse, vous voyez très bien l'efficacité toujours de la nicotine en transdermique associée aux autres moyens nicotiniques rapides, notamment la gomme ou les sprays nasales. La varénicline aussi, elle est efficace. Aussi, dans cette méta-analyse, l'utilisation de la cigarette électronique avec de la nicotine pourrait donner un effet positif dans le sevrage tabagique. Les associations et les combinaisons thérapeutiques sont aussi efficaces, notamment traitements pharmacologiques associés à la thérapie cognitivo-comportementale. Là, les données et les résultats sont les meilleurs. Si on va s'intéresser aux sous-groupes, aux populations, donc là, la liste et le tableau est très long, mais je vais essayer de le résumer en disant que la dépendance à l'alcool, c'est plutôt la varénicline associée au traitement de substituts nicotiniques qui vont donner un effet et un résultat supérieur comparé au placebo. Pour les maladies mentales, là, c'est le bupropion qui peut être associé ou non au traitement de substituts nicotiniques. Pour les BPCO, c'est surtout la varénicline qui va avoir un effet supérieur comparé au placebo. Pour l'asthme et pour le cancer bronchopulmonaire, la varénicline et le bupropion ne vont pas donner un effet efficace comparé au placebo. Et si on va essayer de raisonner par rapport au rapport NMR, donc nicotine métabolite ratio, donc les études ont montré que c'est surtout le substitut nicotinique qui est efficace chez les métaboliseurs lents. Le bupropion est surtout efficace pour les patients qui ont un métabolisme rapide de la nicotine. La varénicline est plus efficace comparée au substitut nicotinique pour les métaboliseurs rapides et la varénicline est plus efficace chez la femme. D'autres moyens de sevrage tabagique peuvent être proposés. Donc la cigarette électronique, sauf si c'est le souhait du patient, sauf si elle fait partie d'un programme de sevrage et elle doit être utilisée sur des périodes courtes. L'activité physique comme thérapie cognitivo-comportementale, elle permet de donner un effet bénéfique surtout pour le craving, pour faire face au craving. Les soutiens à distance, notamment le fait d'envoyer des messages, des SMS personnalisés,
Donc, il y a une étude asiatique qui a donné donc, des différences significatives par rapport à des messages qui sont envoyés et qui ne sont pas personnalisés. Et aussi les stimulations cérébrales non invasives, c'est donc les champs magnétiques qui permettent de modifier donc, l'activité électrique neuronale et qui va permettre d'améliorer les capacités cognitives et favoriser l'arrêt du tabac. Donc, quelle va être l'organisation générale? D'abord, on va toujours commencer par un bilan initial et c'est un bilan qui est indispensable, c'est une étape fondamentale qui permet de rechercher tout ce que je viens de dire, les facteurs épidémiologiques, les facteurs cognitifs, donc la motivation, donc évaluer donc les comorbidités associées et il est aussi important de considérer les patients qui prise en compte des attentes du patient. Qu'est-ce que le patient attend? Est-ce qu'il veut diminuer? Est-ce qu'il veut arrêter? Est-ce qu'il veut donc retarder un peu sa prise en charge? Ceci nous permet d'avoir deux grands groupes. Est-ce que c'est des fumeurs difficiles ou pas? La deuxième étape, c'est la prise en charge de l'arrêt du tabac lui-même. Est-ce qu'on va procéder d'abord par une réduction de la consommation avant l'arrêt ou est-ce qu'on va procéder à un arrêt d'emblée? Donc ça se discute avec le patient en fonction du profil du patient. Lors de la phase d'arrêt, donc l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est d'abord de diminuer le manque, de diminuer le craving par des moyens par la pharmacothérapie, par les soutiens de thérapie cognitivo-comportementale, en partenariat avec le professionnel et le soutien de l'entourage. Il faut toujours un ajustement de la prise en charge. Donc on peut augmenter, on peut diminuer, on peut associer d'autres moyens de prise en charge et toujours la prise en charge des comorbidités. Et la prévention des rechutes est indispensable. Donc, je vais terminer par cette diapositive. Donc, d'abord, de résumer. Donc, l'évaluation initiale, d'abord, on doit commencer par évaluer la motivation. Si la motivation existe, dans ce cas-là, on va commencer par une évaluation globale de la consommation, de la dépendance, du craving, du syndrome de sevrage. Y a-t-il ou non une anxiété-dépression? Auquel cas, le traitement doit se faire en association avec le psychiatre ou le psychologue. On peut prescrire même des traitements anxiolytiques ou des antidépresseurs. Le sevrage tabagique, on doit l'étape principale. Donc, on doit identifier les comorbidités qu'on doit traiter, engager la stratégie de sevrage, notamment thérapie cognitivo-comportementale, la pharmacothérapie, les combinaisons de plusieurs moyens, avec un partenariat de la famille et des autres personnes qui peuvent intervenir, notamment les psychiatres, les nutritionnistes. Si le fumeur ne montre pas de motivation, dans ce cas-là, on ne doit pas s'acharner à proposer le sevrage tabagique, on doit essayer par contre de faire des entretiens motivationnels, des interventions courtes, on doit faire entrer le doute, faire naître le doute sur l'éventuelle toxicité, sinon on va être confronté à des résistances, voire même à une agressivité. On peut discuter avec le fumeur si la nécessité est d'abord de diminuer et par la suite d'arrêter, moyennant les substituts nicotiniques. Toujours est-il, on doit rechercher les facteurs de blocage, notamment les troubles anxieux, les troubles dépressifs, l'association de drogue ou de cannabis ou d'autres produits qui permettent d'entretenir donc, cette intoxication. Et donc, ces associations, donc les troubles bipolaires ou l'utilisation d'autres produits, donc le mésusage d'alcool par exemple ou de cannabis, doivent être prises donc point par point. Donc il y a toujours un problème avec le marqueur, je suis désolée. Donc il y a toujours un partenariat avec les autres partenaires. Chose très importante, c'est que le sevrage doit être étalé sur le temps, il doit être continu.
il faut avoir un souffle très lent, le patient et le médecin. Le suivi doit se faire sur au moins 12 mois. Et il faut savoir et il faut donner aux patients, aux fumeurs, la possibilité d'avoir donc de rechute, et il doit mettre un plan pour éviter d'être dans des conditions qui vont favoriser donc l'intoxication tabagique. Donc l'addiction au tabac, c'est une maladie chronique. Les fumeurs, c'est une population qui est très hétérogène, d'où l'importance de l'évaluation initiale. Il faut ajuster la prise en charge aux besoins des fumeurs, arrêt d'emblée ou réduction première, suivi étalé dans le temps. Il n'existe malheureusement actuellement pas de recommandations particulières d'aide à l'arrêt du tabac pour les fumeurs difficiles. Donc, tout doit se faire en partenariat avec le patient, avec le fumeur, et en fonction donc des désirs du fumeur. Le développement de la recherche, le traitement de sevrage peut être amélioré par la médecine de prévention, les biomarqueurs, notamment ce rapport nicotine-métabolite ratio. Le coût de l'échec du sevrage étant élevé, et donc il est nécessaire d'identifier les traitements les plus susceptibles d'être efficaces pour les fumeurs qui souhaitent arrêter et maintenir une abstinence à long terme. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Rassi. Bon, on a dépassé, débordé un petit peu. Je pense que je vais m'adresser un petit peu à la salle. S'il y a des questions, oui, Sirzaïk. Merci, je veux juste rajouter qu'en Tunisie, actuellement, il n'y a pas vraiment beaucoup de moyens pour prendre en charge nos patients. Il y a seulement les substituts nicotiniques, transdermiques et en forme orale, et c'est seulement par le ministère de la Santé. Maintenant, on ne va pas les retrouver dans les officines privées. Merci, Hej, pour cette excellente conférence. Donc, moi, je veux qu'on insiste beaucoup sur la composante psychologique du malade. Parce que moi, je garde un très mauvais souvenir de la consultation d'aide au sevrage tabagique. Il y avait un ami médecin qui m'a consulté pour un sevrage tabagique. Nous avons discuté ensemble. Par la suite, je lui ai demandé de faire les tests HAD. Et c'était fortement positif. Je lui ai conseillé d'aller voir un psychiatre, mais il a refusé. Il est parti. 15 jours après, il a fait le sévrage. 15 jours après, tentative de suicide, il était hospitalisé en réa. Oui. 20 jours de réanimation. Oui. Donc, à ce moment-là, il y avait intervention de psychiatre. Oui. On lui a prescrit un médicament antidépresseur, mais comme il était têtu, il a arrêté son traitement, il a refait un sévrage tabagique, et après un mois, de nouveau, tentative de suicide, il est décédé. Donc, il faut faire très attention à cette composante. Oui, il y a beaucoup de fumeurs qui ont des profils et qui ont donc des terrains psychiatriques et qui utilisent le tabac comme étant un antidépresseur. Donc, s'ils arrêtent leur antidépresseur, ils vont faire des décompensations de leur pathologie psychiatrique. D'où la nécessité de dépister, de rechercher, de traiter d'abord et par la suite proposer le sevrage tabagique. Merci Hegel pour cette présentation. Je vais un commentaire et peut-être je vais préparer à la conférence suivante. Vous avez abordé la cigarette électronique comme moyen de sévrage tabagique, chose très controversée. Oui. Donc je vais juste soulever ça. Et peut-être qu'on aura, plus de discussions approfondies lors de la conférence suivante, moi je pense. Voilà, il y a une question de Dr Maal, j'ai commencé un petit peu en retard, et Dr Farfer. Dr Maal, puis Dr Farfer, et puis... Merci beaucoup, Hege. C'était en fait juste pour insister par rapport en fait au choix du moment pour proposer l'aide de sevrage tabagique. C'est vraiment, il faut bien l'étudier lors de la première consultation du patient et choisir le bon moment pour
entamer l'aide au sevrage tabagique. L'exemple qu'a rapporté le professeur Chir donc, le montre bien. Donc, c'est-à-dire que vraiment, des fois, l'échec vient parce qu'on a choisi le mauvais moment. Et donc, si vraiment, lors de notre premier entretien, on sent que ce n'est pas le bon moment, c'est une situation de stress ou un problème psychiatrique, donc, il faut une il phase vaut mieux de préparation. reporter. Tout à fait. Il faut une phase de préparation d'abord, donc de premier contact avec le fumeur, d'avoir une idée sur tout, son vécu, sa profession, sa vie familiale, donc faire tous donc les scores de dépendance, de craving, et donc choisir avec le fumeur le moment quand est-ce qu'on va commencer et comment on va commencer le sevrage tabagique. Et peut-être pour les autres addictions, c'est très important, je pense que je n'ai pas vu. Donc, dans le premier bilan, à part tout ce que tu as dit, il faut chercher les autres addictions. C'était une cause d'échec. Peut-être un titre n'était pas très concentré. Désolée alors. Voilà, je voulais juste insister très sur bien, donc il nous reste une dernière... Pardon, docteur Farfer. Voilà, et on clôt la discussion parce qu'on a empiété sur la deuxième conférence. Alors, moi, j'ai une remarque concernant les troubles anxio-dépressifs et les troubles psychiatriques en général, mais surtout les troubles anxio-dépressifs. Il ne faut pas aller beaucoup vers... C'est vrai, l'arrêt peut être un moment de décompensation de troubles anxio-dépressifs lors du sevrage tabagique. Mais aussi, il faut savoir que le tabagisme est anxiogène et dépressogène. Et lorsqu'on arrête de fumer, dans certains cas, il y a une amélioration de l'humeur et une amélioration de l'anxiété. Surtout de l'anxiété et quelquefois aussi de l'humeur et des symptômes dépressifs. Dans ce cas-là, dans certains cas même, on préconise, après un certain moment, de diminuer pour certains patients les doses d'antidépresseurs. Donc, la notion d'automédication, elle est très utilisée par l'industrie du tabac pour dire que voilà, certains patients ont le besoin de prendre de fumer parce que ça diminue leur anxiété et leur dépression. Voilà, merci beaucoup, docteur Farfer. Le plus difficile, c'est de se retrouver dans une situation où le sevrage tabagique va entraîner une dépression et qui doit être prise en charge, que d'avoir une amélioration de la dépression à l'arrêt de l'intoxication tabagique. Voilà, vous avez bien compris qu'on a besoin de toute une journée pour parler de la prise en charge personnalisée de l'aide au sevrage tabagique. Ça va des dépressifs, des schizophrènes, des addictions, des cannabis, alcool, etc. Les femmes enceintes, on n'en parle pas, c'est toute une journée. Voilà.